Regardez, ce sont les toutes premières images de l'arraisonnement par la marine française de ce pétrolier russe Grinch en mer Méditerranée. L'opération s'est déroulée hier matin, on vous en parlait dans LCI Direct. La France a décidé d'intercepter ce navire qui appartient probablement à la flotte fantôme russe, comme on l'appelle. Général Perruche, ces images de l'assaut sont toujours assez impressionnantes. Comment ça se passe ? Eh bien, vous avez effectivement une action qui est coordonnée entre des bateaux et un hélicoptère qui va venir avec des commandos marines se poser sur le pont de ce tanker et qui va ensuite, selon une procédure bien répétée, avec des hommes super entraînés, qui va opérer un contrôle du bateau, contrôle de l'équipage, mais aussi contrôle des soutes pour voir si ce bateau ne transporte pas de matériel illicite, d'armement, etc. Et en même temps, on contrôle naturellement la situation administrative de ce tanker pour voir quel est son pavillon, quelle est sa nationalité, les membres d'équipage, et pour vérifier s'il n'y a pas de personnel qui sont en statut irrégulier à bord du bateau. Général Perruche, avant de lancer l'assaut, parce qu'on est dans un cas de guerre commerciale, est-ce qu'il y a une manière de prévenir le navire ? Vous êtes dans une zone illégale, on va intervenir, ou est-ce que l'équipage est saisi quand il voit ces militaires français intervenir ? Non, il y a un avertissement de l'équipage qui se fait pour dire attention, on souhaite vérifier votre cargaison, il y a des doutes, etc. Donc apprêtez-vous à accueillir une équipe de fouilles. Après, ça se fait de la façon que vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas la fleur à la bouche. Oui. On y vient sérieusement, déterminé, avec des capacités de fouille et des capacités de contrôle du bâtiment qui sont répétées beaucoup avant et donc qui permettent d'avoir une action efficace. Cette opération qui, on le rappelle, avait été annoncée hier matin par Emmanuel Macron lui-même, elle s'est faite en coopération avec des alliés, notamment britanniques. Quel rôle précis ont-ils joué dans cet assaut ? Alors d'après les informations notamment du préfet, il nous expliquait que c'était surtout les moyens de surveillance britanniques qui avaient été à l'œuvre au moment justement où ce pétrolier était au large de Gibraltar. Et donc en fait, des moyens britanniques avaient été mis en place pour surveiller justement le bateau. Et donc il y a eu une coordination avec les Français, justement, cette coordination a permis cet arraisonnement. Moi, je suis très frappée par la communication autour de l'arraisonnement de ce pétrolier, parce que comme vous le disiez, c'est Emmanuel Macron qui l'annonce, en expliquant sur le réseau social X que c'est bien le signe que la France est déterminée à faire respecter le droit international. Et aujourd'hui, c'est l'armée française qui nous diffuse ces images, qui sont quand même des images qui visent à montrer en effet le respect du droit international et la mise en place de moyens de la France pour vraiment faire appliquer ces sanctions. Parce que rappelons que en fait ce pétrolier, il est soupçonné donc de faire partie de la flotte fantôme russe, donc il est sous sanctions internationales et notamment de l'Union européenne. Alors sous un autre nom, d'après ce que je comprends, oui. Mais il était sous sanctions du Royaume-Uni, c'est pour ça aussi qu'on voit cette collaboration avec les Britanniques, et sous sanction de l'Union européenne sous un autre nom. Il aurait quand même changé 5 fois de pavillon depuis 2022. Oui. Donc là, c'était pavillon des Comores, et cette équipe que l'on voit qui monte à bord, elle vient justement pour vérifier l'identité du bateau, contrôler les papiers, voir si tout est en règle. Mais on voit quand même ce déploiement de force, ces Français qui descendent via une corde sur le pont du bateau.
bateau. Bon, tout ça montre quand même une image de détermination. Et je pense que c'est le message, et c'est le message qui est tout autour de la communication, autour de la raisonnement de ce navire. C'est vraiment l'idée de la communication, de la détermination de la France à essayer de couper, en fait, à mettre en place ces sanctions. Rappelons que cette flotte fantôme russe, elle permet à la Russie de continuer à écouler son pétrole qui est pourtant sous embargo, et que c'est ainsi que la Russie continue de financer sa guerre en Ukraine. Jean-Antoine Duprat, je rebondis sur ce que dit Magali. Ces images d'assaut qui sont communiquées par l'armée française, hier c'était le chef de l'État, c'est une manière d'envoyer un message à Moscou, une démonstration de force. Oui, et puis ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'au début on était plus timide dans ce genre d'opération. On l'a même vu d'ailleurs quand c'était intervenu au large de la Bretagne. Et là, on a un peu plus affirmé. Là, on n'hésite pas à dire, même ce sont des militaires français. Vous voyez. Donc on est en train de monter. Et ce qu'on peut regarder de l'autre côté, c'est que finalement, quelle est la réaction des Russes? À part l'agence TASS qui a dit qu'ils regardaient, ils menaient une enquête pour savoir s'il y avait des marins russes à l'intérieur. Ce qui vient de Mourmansk, c'est ça. Hein. Voilà. Donc on a quand même ça montre quand même trois choses même. Ça montre que la fermeté, ça peut se mettre en œuvre et ça marche. Deuxièmement, qu'il n'y a pas que les Américains qui peuvent faire ce genre d'opération. Et pour une fois, l'Europe, il y a une coopération quand même. Hein. Bon, il ne faut pas oublier que Gibraltar, c'est quand même une base britannique. C'est un petit porte-avions britannique, Gibraltar. Quand même, hein. Bon, donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que les Russes, finalement, la flotte fantôme, on va voir s'il y a des marins, mais ils noient un peu le poisson, si je puis dire. Hein. Et parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Là, on parle de 3 ou 4 ces temps derniers entre les Américains, les Français, etc. Mais il y en a 5 ou 600 des bateaux comme ça. Il y a même un millier peut-être, on ne sait pas exactement. Ce sont 600 bateaux qui sont sanctionnés. Voilà, comme ils sont fantômes, donc c'est plutôt intéressant de montrer cette progression, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, il y a eu tellement d'images des Américains arraisonnant aussi ces pétroliers au large du Venezuela qu'aujourd'hui, la force des images est telle qu'elle permet d'envoyer des messages. Et je vous rejoins complètement. Les Américains, on les a beaucoup vus ces derniers temps à l'œuvre. On a eu des images à peu près dans ce style-là, avec des gardes-côtes américains arraisonnant des pétroliers vénézuéliens, alors que Donald Trump a dit qu'il n'y aura plus de pétrole de contrebande qui sortira du Venezuela. Bon, on a vu ces images. Et là, en fait, la France veut montrer aussi qu'elle est capable et qu'elle a les moyens de faire respecter, en effet, ces sanctions qui ont été décrétées à Bruxelles par les 27. 600 pétroliers de la flotte fantôme russe qui sont épinglés par Bruxelles. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer avec ces hélicoptères, avec ces soldats qui descendent ainsi par une corde sur le pont du bateau, que voilà, les moyens sont là. C'est un message de fermeté. C'est une réponse aussi un petit peu à Zelensky, d'ailleurs, qui hier nous a fait beaucoup la leçon depuis Davos. Oui, c'est vrai, il nous a dit l'Europe doit savoir se défendre face à Poutine. La réponse, ce sont ces images, général Perruche. Il s'est moqué, à mon avis, indûment des petits détachements militaires que les Européens avaient envoyés au Groenland au moment de la crise, là. Et en interprétant ça comme si c'était un signe de faiblesse, alors qu'il s'agissait d'un signal et d'un message politique à l'adresse de Donald Trump en lui disant attention, si tu veux envahir par la force le Groenland, il faudra tirer sur nos soldats. C'était ça le message. Et c'est fort. Et du coup, il a reculé. Hein. Et donc, il ne faut pas se méprendre sur ce type de message. Maintenant, je comprends que Volodymyr Zelensky déplore que les Européens ne soient pas capables de prendre carrément la place des Américains dans le soutien apporté à son pays en guerre contre l'agression russe. L'Ukraine souffre énormément, perd des hommes tous les jours, et voit des pays qui soutiennent, mais jamais suffisamment pour que les Russes soient stoppés, si vous voulez. Hein. Donc à la fin, ça finit par travailler la psychologie des gouvernants, mais aussi des populations. Hein. Donc on est dans ce contexte-là, si vous voulez. Jean-Antoine Duprat. Oui, non, je voulais simplement rebondir sur ce que vous disiez à propos de l'effet de ce petit détachement. Il a eu un effet assez important. C'est un peu un
effet papillon, c'est ce qui s'est passé, parce que notamment, ça influe aussi sur l'aspect économique des choses. Regardez ce qui s'est passé à la bourse les valeurs se sont effondrées, et Donald Trump l'a dit dans son discours à Davos. Il a parlé, il a dit oui, la bourse a perdu quelques pourcents aujourd'hui, oui, mais malgré tout, ça lui a parlé, ça. Oui. Donc il faut pas négliger, dans la mesure où on résiste à Donald Trump, et c'était un élément de résistance, symbolique certes, mais important, ça a quand même un effet. Alors moi je dirais que c'est assez paradoxal, mais le fait que les Américains deviennent de plus en plus des adversaires a forcé les Européens à sortir de leur léthargie sur le plan de l'action, si vous voulez. On devrait lui dire merci, c'est ce que disait Mark Rutte, le patron de l'OTAN. On devrait remercier Donald Trump de nous avoir secoués, et ce qui a fait réagir les Européens. Peut-être un jour le fera-t-on. Peut-être un jour le fera-t-on. Vous savez, je compare souvent l'erreur stratégique de Vladimir Poutine avec sa guerre en Ukraine, où il pensait que tous les Européens allaient réagir en ordre dispersé, les uns dépendant plus du pétrole russe, les autres moins. C'est pas du tout ce qui s'est passé, et non seulement ça n'a pas affaibli l'Europe et l'OTAN, mais ça a renforcé l'OTAN, puisque la Suède et la Finlande sont devenus membres. Donc il a obtenu l'effet inverse, et je pourrais m'en réjouir, que pour Donald Trump ça soit la même chose avec le Groenland, et le fait que finalement il affiche un certain mépris à l'OTAN qui est pourtant qui apporte pas mal d'avantages économiques aux États-Unis, à travers l'économie de défense. On voit bien que 70% l'année dernière des achats étaient faits aux États-Unis en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine. Et puis politiquement, parce que docilement, les alliés européens totalement dépendants des Américains pour leur défense n'ont rien à dire en général à la politique étrangère américaine, mis à part la France, qui a une certaine autonomie stratégique et qui parfois, comme c'était le cas en 2003 avec la Seconde Guerre en Irak, peut tirer derrière elle 2 ou 3 pays européens qui ne courbent pas les chines. Mais d'une façon générale, les pays qui sont dépendants pour leur défense à l'égard des États-Unis, eh bien, sont obligés de gober toute la politique étrangère américaine et la politique de sécurité. Général Perruche, vous nous avez raconté comment se passe l'opération. Une fois que les militaires français sont montés à bord, qu'ils ont interrogé l'équipage, qu'ils ont inspecté les cales, regardé quel matériel transportait ce navire, que se passe-t-il ? Alors, que se passe-t-il ? Je dirais que s'il constate une irrégularité, il y a 2 solutions. Soit on maintient le bateau en mer, soit on l'entraîne vers ses côtes. Mais si on l'entraîne vers ses côtes et qu'on l'accoste, à ce moment-là, la France devient responsable de ce qui se passe à bord de ce navire, et même de la maintenance du navire. Vous vous souvenez que, sans doute, quand on a saisi les yachts des oligarques russes qui étaient accostés sur les plus beaux rivages de Méditerranée, eh bien après on a eu les problèmes de leur maintenance, des équipages, etc. Vous voyez ? Donc il faut faire attention à ça. C'est une action de droit international, de police. Donc il faut que une décision soit prise et validée au niveau international par les organisations compétentes, et disant ce qui doit advenir à ce bateau. C'est la meilleure des solutions. La préfecture maritime a expliqué que le Grinch, c'est le nom de ce navire, avait été dérouté vers un point de mouillage pour poursuivre les vérifications. Donc pour bien justement contrôler les bateaux. L'opération n'est donc pas du tout terminée. L'enquête est en cours. Et rappelons que dans l'autre bateau qui avait été arraisonné par les Français en octobre, le Pouche-Pas, qui était au large de Saint-Nazaire, de la même façon, le personnel d'équipage, notamment le capitaine qui était chinois, est poursuivi aujourd'hui pour refus d'obtempérer, parce que justement le bateau ne s'est pas arrêté lorsque les Français lui ont demandé de stopper sa course, et qu'il est censé venir il est convoqué en février devant la justice française. Partons à Toulon retrouver sur place Sarah Marty avec Olivier Martin. Bonjour Sarah, on l'a dit, la séquence n'est pas terminée, et l'armée française a choisi de diffuser les images spectaculaires de l'assaut qui a permis à la France d'intercepter ce navire russe.
Et puis ce sont les images d'hier quand la Marine nationale a décidé de contrôler le bateau qui arborait un pavillon comore. Et quand ils l'ont contrôlé, ils se sont rendus compte qu'il partait en fait de Russie. Donc c'est ce qui a vraiment éveillé les soupçons. Ils ont décidé de détourner le bateau en direction des côtes françaises. Actuellement, il est au large des côtes françaises. Le procureur de Marseille doit interroger, qui est en charge de l'enquête, doit interroger le capitaine et l'équipage du navire. Il les soupçonne de faire partie de la flotte fantôme russe. Ils se servent de bateaux sous faux pavillon pour transporter du pétrole et détourner les sanctions internationales. L'enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Marseille doit déterminer s'il s'agit bien d'un défaut de pavillon.